Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce soir, je vais vous parler du premier principe du livre Comment se fait-on des amis. C'est ne critiquez pas et ne jugez pas. C'est vraiment un principe de base, mais qu'on oublie. Pourquoi ? Parce qu'on a de l'ego. On a toujours envie d'avoir raison, c'est de l'être humain. Et lorsqu'on dialogue avec les autres, il peut arriver de temps en temps que on ne respecte pas ce principe. Et c'est quoi ce principe lorsqu'on ne le respecte pas ? C'est de dire tu as fait ça, tu es comme ci, tu es comme ça, tu es moche, tu es belle, tu sais pas faire de la cuisine. Bon, voilà, c'est dès que vous utilisez le tu ou le vous, ça marche aussi pour si vous voyez la personne, si vous pouvez juger aussi plusieurs personnes en même temps si elles font partie d'un groupe. Donc voilà, retenez-le, ne critiquez pas, ne jugez pas. Voilà, c'est la fin du podcast. Non, je vais quand même en parler un petit peu. Donc, ça vient du premier chapitre. Et l'idée, c'est que si vous voulez récolter du miel, ne bousculez pas la ruche. Il ne faut pas bousculer la ruche. Il ne faut pas taper dedans. Donc, tapez pas dans les gens. Je dis pas qu'il faut taper dans les gens. Mais bref. Pourquoi, en fait, il ne faut pas critiquer les gens ? Pourquoi ça ne marche pas lorsque vous essayez de connecter avec les personnes ou que vous essayez de les influencer ? Pourquoi ça ne marche pas ? C'est très simple. Le premier principe, enfin le sous-principe de ce principe, je veux dire une règle de base, c'est que l'humain se juge toujours innocent. Et que l'on prenne l'un des plus grands criminels ou Poutine, j'en sais rien. En fait, tous ces gens, ils vont se considérer comme innocents. Ils vont pas avoir l'impression d'avoir commis une énorme faute. Ils vont toujours se juger, moi j'ai fait ça, je pense que le monde il va mieux. Et pourquoi ? Parce que vous avez votre dialogue interne. Vous pouvez pas faire des actions qui sont pas congruents, qui sont pas en adéquation, qui sont pas en adéquation avec vos pensées. Si vous faites quelque chose, c'est que vous êtes passé à l'action avec vos pensées. Et il y a vraiment des zones dans le cerveau, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais il y a des zones dans le cerveau qui permettent de résoudre les conflits. Notamment si vous faites une action où vous n'étiez pas sûr de la faire et vous êtes je sais pas trop, je me sens quand même mal, au bout d'un moment, votre cerveau il va résoudre le conflit. Il va se dire ok, tu as fait ça parce que en fait tu n'étais pas dans un bon mood ou en fait ce que tu as fait c'est pas si mal que ça. Et on retrouve ce principe avec le syndrome de Stockholm. C'est quoi le syndrome de Stockholm ? Donc imaginez, alors pas peut-être vous, parce que c'est quand même pas très drôle, mais quelqu'un se fait kidnapper par des ravisseurs. Il ou elle est enfermé, on va dire il est enfermé pendant, des mois, dans une chambre, on le nourrit, il est bien nourri, il dort, il vit tranquillement. Il est juste enfermé, il peut pas sortir, mais tous ses besoins fondamentaux sont remplis. Et dans la tête du gars, il va se dire waouh, c'est bizarre. Enfin, au début, il va vraiment pas être d'accord avec ses ravisseurs. Dans le sens, ils m'ont kidnappé et ils me veulent du mal. Et dans son cerveau, il y aura un conflit, c'est-à-dire que je comprends pas en fait pourquoi ils m'ont kidnappé. Donc ça, c'est la mauvaise chose qui lui est arrivée, c'est qu'il va être en colère contre ses ravisseurs parce qu'il va se dire pourquoi ils m'ont kidnappé, pourquoi ils me font ça, pourquoi ils me privent de liberté, je comprends pas. Et à côté, il y a un comportement qui est totalement opposé, dans le sens où ils le nourrissent, il peut aller aux chiottes, j'en sais rien, aux toilettes. On parle bien sur ce podcast. Il peut aller aux toilettes, peut-être qu'il peut lire, bref, on le fait pas souffrir. Dans sa détention, on le fait pas souffrir. Et il y a quand même un minimum de bienveillance de la part de serviceurs pour qu'ils se sentent bien et qu'ils restent en bonne santé. Donc il y a vraiment deux facettes qui sont complètement opposées. Et il arrive qu'au bout d'un moment, le cerveau ne pouvant plus tenir cette contradiction, en fait, la personne va se dire en fait mes ravisseurs ils sont bien, ils sont bienveillants. Et il va se mettre à la place de serviceurs. Ah ouais, mais s'ils m'ont kidnappé, c'est qu'ils avaient de bonnes raisons. Et c'est vrai que leur vie, elle est dure. Et je pense que s'ils avaient 10 000 euros, s'ils arrivent à voir... si ma mère paye la rançon de 10 000 euros, peut-être, ça va vraiment améliorer leur vie. Et ils vont se sentir mieux. Et ça leur permettra de réaliser leurs rêves ou
ou d'aider leur famille qui est dans le besoin, parce que je sais, le ravisseur m'a dit que sa mère, elle était malade. Donc voilà, il va changer de perspective. Et quand la personne change de perspective, bah en fait, vous devenez pote avec vos ravisseurs. Vous les comprenez, vous dites, ah ouais, non, vous justifiez, vous rationalisez tout ce qu'ils viennent de faire. Et c'est ça le syndrome de Stockholm, c'est prendre part, c'est d'être d'accord avec vos ravisseurs. Et quand vous sortez, vous dites, vous les condamnez même plus, vous les jugez même plus, vous dites, ouais, ok, c'était ok. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que c'est vraiment en lien avec l'être humain qui se juge toujours comme innocent, c'est qu'à un moment donné, on aligne nos actions avec nos pensées. Et la plupart des gens, s'ils font quelque chose, c'est qu'ils avaient raison de le faire. Ils se disent pas ah non, c'est pas bien. Donc, si vous jugez quelqu'un, vous allez non pas juger ses actions, enfin vous allez juger ses actions, mais vous allez juger en tant que personne aussi, vous allez juger sa personne. Et quand quelqu'un se sent jugé, il y a l'ego qui va intervenir et il va se braquer. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous essayez de convaincre quelqu'un, mais non, mais tu as tort. Voilà, vous jugez la personne, tu as tort. Regarde, j'ai des études scientifiques qui montrent que, je sais pas, les poules ne veulent pas. Et votre pote, il dit, ouais, non, mais moi, quand j'étais petit, j'avais mes parents qui avaient un poulailler. Les poules, elles volaient dans l'air. Mais non, ça devait pas être des poules. Regarde les articles scientifiques. Il va vous dire, mais non, je te jure, je te jure que les poules volaient. Il va pas vouloir admettre qu'il a tort. Pourquoi ? Parce qu'il a de l'ego. Et si la personne admet qu'elle a tort, ça veut dire qu'elle admet qu'elle est inférieure à vous. Parce que quand vous êtes dans une confrontation, il y a toujours un perdant et un gagnant. Et qui a envie d'être perdant ? Personne. Donc vous n'avez pas envie de perdre. Vous allez vous battre jusqu'à la fin. Et moi, je sais que j'étais très doué à ne jamais dire que j'avais tort, parce que je sais pas, il y a l'ego. Et limite, je vais me dire que j'ai tort quand je vais être tout seul chez moi. Je vais dire, ah ouais, c'est vrai que la dernière fois, quand elle m'a parlé, cette personne, ouais, elle avait raison. Ouais, franchement, j'étais un peu, j'aurais dû lui dire, en fait, ouais, elle avait raison. J'étais peut-être un peu, j'ai gardé ma posture, mais c'est vrai qu'elle avait raison. Mais je vais toujours le faire quand je vais plus avoir de pression sur moi-même de la part des autres, et je vais juste me convaincre tout seul que bah ouais, en fait j'avais tort. Mais vous allez pouvoir vous convaincre tout seul, mais pas par les autres. Donc c'est pour ça, il ne faut jamais critiquer quelqu'un parce que l'être humain se juge toujours comme innocent. C'est le premier principe. Et le deuxième, c'est que la critique blesse l'amour-propre et provoque la rancune. Quand vous critiquez quelqu'un, alors ça dépend des personnes, mais en grande majorité, l'individu va se mettre sur la défensive, il va se pousser à se justifier. Et ça va le pousser à se justifier. Et il y a notamment un psychologue qui s'appelle Skinner qui avait fait des expériences avec des animaux et il avait montré que, voilà, alors, je ne sais pas si c'était des souris, des rats, mais bon, c'est un animal. Et il avait montré que l'animal dont on récompensait la bonne conduite apprenait plus vite que l'animal dont on punissait son mauvais comportement. Et pourquoi ? Enfin, je pense que c'est lié avec le premier, le fait que les êtres humains se jugent toujours comme innocents. C'est que même dans une quête d'apprentissage, vous ne pouvez pas apprendre si vous vous sentez jugé parce que vous êtes sur la défensive. Et lorsqu'on apprend quelque chose, je pense que c'est qu'on est ouvert, on n'est pas dans le jugement, on est ouvert vraiment enfin pas à l'apprentissage, mais aux nouvelles informations, on les accueille avec bienveillance, sans jugement. Et le fait de juger quelqu'un sur ses compétences, bah ouais, c'est la pire chose à faire pour que la personne arrête d'apprendre et même régresse. Parce que la personne, si vous lui dites « Ouais, tu es nul à faire ça », en fait, c'est juste qu'elle n'est pas assez compétente, elle n'a pas assez travaillé, mais la personne va s'auto-convaincre, même quelqu'un qui n'a pas trop d'amour-propre, va entendre non, mais ouais, t'es nul en maths, par exemple, bah, va s'auto-convaincre que la personne est nulle en maths, et bah, elle va arrêter de travailler. Donc, ça va être une prophétie autoréalisatrice. Donc, voilà, la critique blesse l'amour-propre. C'est pour ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je me répète, j'insiste sur ce principe parce que c'est très important. Ça va vraiment améliorer vos qualités relationnelles, j'en suis persuadé.
Mais voilà, quand vous parlez à quelqu'un, il faut jamais avoir une confrontation. Et la critique, c'est le meilleur moyen d'aller à cette confrontation où il y a un perdant et un gagnant. Et bah, moi, j'ai pas envie qu'il y ait des perdants et des gagnants quand on parle. C'est pas sympa. Mais voilà, lorsque nous critiquons une personne, nous blessons aussi son ego. Et en fait, le problème, c'est que on va pas le pousser à un changement durable. Hum, Par exemple, on prend un exemple. Imaginons que je vais voir un petit enfant qui a 15 ans, un ado qui a 15 ans, et il s'appelle Jérémy, il veut faire des podcasts. Il les publie sur Internet. Et en fait, il a publié, je sais pas, peut-être 20, 50 podcasts, mais il a fait vraiment pas beaucoup de vues. Et je peux aller le voir et adopter deux approches différentes. La première, c'est juste le juger. Je lui dire, ok, Jérémy, t'as fait 50 podcasts, mais il n'y a personne qui t'écoute. C'est nul. C'est de la merde ce que tu racontes ou c'est toi qui sais pas parler. Voilà, si j'adopte cette attitude, donc vraiment dans le jugement à 100%, en fait, je vais m'adresser à son ego et je vais l'identifier comme quelqu'un qui est nul, qui sait pas parler. Donc lui, il aura deux moyens. Soit il va se rebeller contre moi, parce que c'est pas un compliment, c'est pas quelque chose de sympa. Et je pense que quand on entend quelqu'un qui nous dit quelque chose qui est pas sympa sur nous, bah on n'a pas envie d'écouter cette personne parce que elle nous apporte que du négatif, pardon. Euh, ou soit s'il a pas d'amour propre, il va se dire ah ouais t'as raison et il va aller pleurer dans sa chambre. Il va aller pleurer dans sa chambre, il va arrêter de faire des podcasts. Il va dire ouais non c'est pas pour moi. Il va rationaliser, il dit ouais non je suis nul en fait, il a raison et j'arrête tout. C'est la première méthode. Vraiment pas efficace. La deuxième méthode, je peux lui dire putain Jérémy c'est trop bien, t'as fait 50 podcasts. Franchement, il y a vraiment pas beaucoup de personnes qui sont capables d'être aussi persévérants sur aussi longtemps. Et, euh, et tu crois pas que bah j'imagine que ça te plaît de faire des podcasts. Et j'imagine que tu aimerais avoir plus d'auditeurs. Et est-ce que tu as déjà regardé comment font les autres personnes? Les personnes que tu aimes bien, qui ont pas mal d'auditeurs qui t'écoutent. T'as regardé comment ils font? Est-ce que tu penses que, franchement, c'est déjà super ce que tu fais, tu parles de sujets super intéressants. Est-ce que tu crois que tu pourrais t'améliorer pour toucher peut-être un peu plus d'auditeurs? Parce que peut-être que peut-être que si tu copies les gens qui ont du succès, il y a peut-être des choses que tu fais différemment d'eux, mais peut-être que si tu copies ou tu t'inspires des personnes qui ont plus d'auditeurs, bah tu vas faire des audios de meilleure qualité et ça va peut-être attirer beaucoup plus de monde. Qu'est-ce que t'en penses? Et là, je sais que je suis dans une démarche où je vais pousser le petit Jérémy à s'améliorer. Je le mets dans une posture où bah déjà je le félicite de ce qu'il a fait et aussi je lui propose des solutions pour qu'il s'améliore et qu'il puisse réaliser son plein potentiel. Et ça, bah, c'est le meilleur moyen. Si vous voulez inspirer les gens, bah, c'est déjà, je pense, c'est super pertinent de leur dire franchement, ce que tu fais là, déjà personne ne le fait ou très peu de gens le font. Donc, félicite-toi déjà. Félicite-toi de ce que tu as déjà accompli. Maintenant, si tu veux t'améliorer, si tu veux toucher plus de gens, bah, mets en place les bonnes stratégies. Et je pense que tu as déjà beaucoup de qualité. Et si tu écoutes les gens, si tu t'inspires de celui-là ou de celle-là, ouais, tu vas t'améliorer, c'est sûr. Moi, j'ai confiance en toi et je crois en toi. Bah, la personne, elle va se sentir faire waouh, trop bien cette discussion, il a raison. Et c'est trop bien parce que moi, j'ai personne qui m'a donné des feedbacks. Et voilà. Et là, on part. Et là, Jérémy, il explose tout. Il fait des millions de vues, des millions d'écoutes. Mais voilà, c'est ça l'idée. C'est vraiment d'encourager les gens plutôt. Mais on en reviendra dessus. Il y a un autre concept là-dessus plus tard, plus loin dans le livre. Mais pour le moment, ouais, surtout ne pas critiquer les gens. Et je vais terminer par un storytelling, une histoire d'un grand homme qui montre sa grandeur dans la manière dont il traite les gens. Dans le livre, il y a une histoire qui m'a vraiment plu, qui illustre ce principe. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que
lorsque quelqu'un fait quelque chose qui vous plaît pas, c'est vraiment, ça demande de l'effort de ravaler un peu sa rancune, sa colère, et d'aller tendre la main à la personne pour voir ensemble comment vous pouvez trouver une solution pour résoudre le problème. Et c'est ça qui est important, parce que voilà, un imbécile, il va venir, il va vous critiquer, ça va être très simple, mais le fait de ravaler sa rancœur, ça demande beaucoup plus de maîtrise de soi, mais c'est vraiment le chemin qui va améliorer la qualité de vos relations humaines. Je vous le garantis. Donc l'histoire, c'était l'histoire d'un pilote d'essai qui rencontrait un problème en vol. Voilà, donc il était en train de voler. Et en fait, dans l'histoire, donc voilà, il a un problème en vol et ensuite il s'entretient avec le mécanicien responsable de son avion une fois qu'il est au sol. Donc pour un peu de contexte, donc c'était Bob Hoover, donc un pilote d'essai d'acrobatie aérienne qui est rentré chez lui à Los Angeles. Il décolle du terrain d'aviation de San Diego lorsqu'à 100 mètres du sol, ses moteurs s'arrêtent. Voilà, donc Bob, voilà, c'est un pilote qui a expérimenté, habile. En 2-3 mouvements, il arrive à se poser en toute sécurité. Les passagers de l'avion sont indemnes, personne n'est blessé, mais par contre l'avion, donc c'est un avion de la Seconde Guerre mondiale, il est gravement endommagé. Et voilà, donc Bob, c'est quand même un pilote qui a expérimenté, qui a beaucoup d'expérience, et il a une intuition, il dit ouais, c'est bizarre comment ça s'est arrêté. Tiens, je vais aller voir mon réservoir d'essence et je vais voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et en fait, il constate qu'il y avait, c'était pas du kérosène, c'était de l'essence. Il rentre à l'aéroport et il dit ok, en fait, le mécano, il n'a pas mis le bon, pardon, la bonne essence dedans. Donc je vais aller le voir et on va discuter tranquillement. Donc il trouve le mécanicien et en fait, à ce moment-là, il lit sur son visage toute son angoisse. Voilà, je suis sûr que le mécanicien, il se disait ouais, il va me défoncer, franchement, voilà, ça va être affreux. Je sais que j'ai fait une erreur, il va me défoncer. Et parce qu'il sait qu'à cause de lui, voilà, il y a un appareil de la Seconde Guerre mondiale qui est endommagé et des personnes ont failli mourir. Donc le gars, il est pas bien, quoi. Il a quelques gouttes de sueur sur lui. Donc il va lui parler. Et en fait, il est très intelligent, Bob Hoover. Voilà, il est très bon dans les avions, à piloter les avions, mais il est aussi très bon socialement. Et au lieu de lui exprimer toute sa colère et l'accabler de tous les reproches qu'il aurait pu faire, il passe son bras autour de ses épaules et il lui dit « Je suis convaincu que tu ne referas jamais plus cette erreur et pour te le prouver, je tiens à ce que ce soit toi qui t'occupes demain de mon F-51. » Et la morale de l'histoire, c'est que, au lieu de condamner les gens, essayons plutôt de les comprendre, essayons de comprendre le mobile de leurs actions et ça va nous rendre plus tolérants et compréhensifs. Et j'ajouterais que ce qu'il a fait, Bob Hoover, c'est ce qui s'appelle la communication non violente. C'est quoi la communication non violente ? Le premier principe de la communication non violente, c'est de ne pas critiquer, c'est de ne pas juger. En fait, c'est le principe de cet épisode. Putain, il y a un lien là, c'est incroyable. Bref. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans la communication non violente, lorsqu'il y a quelqu'un qui a fait une faute, au lieu de le juger, c'est-à-dire de dire ouais, tu as fait ci, tu as fait ça, vous allez simplement décrire les faits. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, il va voir le mécanicien, il dit ouais, ce matin j'ai pris un avion, il s'est arrêté à 100 mètres du sol, j'ai réussi à me poser. Voilà, je pense qu'il y a un problème dans le réservoir d'essence. Voilà, c'est rapidement, voilà, description des faits. Ensuite, il va dire comment il s'est senti vis-à-vis de ces faits. Donc là, il va dire ouais, c'est vrai que quand l'avion il s'est arrêté, j'ai eu vraiment très peur parce que j'ai cru que j'allais mourir et j'ai pas envie de mourir. Mais voilà, j'ai vraiment vu ma vie défiler et c'était vraiment un moment de stress pour moi. Je sais pas, il peut dire ça il pourrait être un peu plus expressif, mais voilà, je le fais vraiment rapidement. Donc il dit comment il s'est ressenti. Et après, il demande un passage d'action. Il dit voilà, moi, j'ai pas envie que cette situation se reproduise. Est-ce que à l'avenir, s'il te plaît, tu peux faire attention ? Et dans cette trame, à aucun moment, il a jugé le mécanicien. Et c'est ça qui est le plus important, parce que lorsque vous jugez quelqu'un, son ego,
et trigger, et comme je l'ai dit, voilà, confrontation, c'est fini. Alors que là, c'est un dialogue de collaboration, c'est-à-dire, voilà, on décrit les faits, on dit comment c'est senti, et on demande à la personne de passer à l'action. Et si la personne refuse, c'est son droit aussi, mais ça veut dire que dans l'avenir, vous allez peut-être moins interagir avec cette personne. Parce que si vous êtes déjà non violent avec cette personne et qu'elle refuse le cadre que vous lui proposez, arrêtez de côtoyer cette personne. Parce que les relations humaines, c'est du bonus avant tout. Et on n'est pas là pour se prendre la tête, je pense, c'est important. Après, ça dépend. Quel sujet, bien évidemment. Mais les relations humaines, il faut garder en tête que ça reste du bonus. La prochaine fois, on parlera d'un autre concept tout aussi important sur les compliments. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Ciao!